Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'indépendance et la construction de nouveaux États après 1945. On parle souvent de décolonisation. La colonisation européenne, c'est un processus qui s'est construit sur le temps long entre la fin du XVe siècle, avec les grandes découvertes, et le milieu du XXe siècle, avec des phases de repli et d'accélération. Progressivement, ce sont le Royaume-Uni et la France qui se sont imposés comme les deux grandes puissances coloniales. Dans le vocabulaire colonial, on parle de métropole, c'est-à-dire de pays qui possèdent une ou plusieurs colonies. Généralement, on distingue deux formes de colonies. D'abord, les colonies d'exploitation, où les métropoles aménagent et administrent le territoire pour en exploiter les ressources. Ensuite, il y a les colonies de peuplement, comme l'Algérie pour la France, où les ressources sont exploitées, mais où sont aussi envoyés des colons pour une installation plus durable. Dans ce chapitre, nous allons donc nous demander pourquoi et comment les territoires coloniaux s'émancipèrent après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comment ces États nouvellement indépendants cherchèrent à s'affirmer sur la scène internationale. Alors pour commencer, dans une première partie, nous allons revenir sur la fin des empires coloniaux. Trois éléments de contexte expliquent principalement la dislocation de ces empires coloniaux. Tout d'abord, la Seconde Guerre mondiale qui vient de s'achever a laissé les grandes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni à genoux économiquement. En plus, leur image est écornée. Elles ne paraissent plus infaillibles aux yeux des colonisés. Pour les élites coloniales, qui n'acceptent plus d'être dominées, le moment semble favorable pour faire valoir leurs revendications d'indépendance. Souvent formées en métropole, elles utilisent les valeurs des colonisateurs contre eux. Par exemple, dès 1945, le Vietnamien Ho Chi Minh, vivant dans l'Indochine française, réclame l'indépendance de son pays au nom des droits de l'homme, de la liberté et de l'égalité. De plus, le contexte international de la guerre froide semble pousser à la décolonisation. Les deux grands y sont favorables. L'URSS, au nom de la doctrine communiste anti-impérialiste énoncée par Jdanov dès 1947, les États-Unis, car ils se présentent comme la première colonie à s'être émancipée. Et par exemple, en 1956-57, les Français et les Anglais ont dû abandonner leur contrôle du canal de Suez au profit de l'Égypte sous les pressions conjointes des États-Unis et de l'URSS, ce qui est un fait suffisamment rare durant la guerre froide pour être mentionné. Enfin, l'ONU tout juste créée soutient la décolonisation en proclamant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans sa charte de 1948, une charte que les puissances coloniales ont signée. Dans une seconde partie, voyons maintenant comment les colonies ont obtenu leur indépendance. En effet, la majorité d'entre elles obtiennent leur indépendance entre 1947 et 1962. Mais les modalités sont très différentes selon les cas. Nous allons nous arrêter sur trois cas significatifs. D'abord l'Inde. Il s'agit du joyau de l'empire colonial britannique. Le mouvement pour l'indépendance y est mené par un homme, Gandhi, un avocat formé en Angleterre, qui s'engage dans la contestation coloniale dès le début du XXe siècle. Il développe contre les Anglais la doctrine non violente de la désobéissance civile. Il incite ses compatriotes à ne plus travailler pour les colons, à se détourner des produits anglais au profit des produits indiens, mais surtout à n'user d'aucune violence. Il s'agit de faire en sorte que les Britanniques n'aient plus d'intérêt économique à rester sur place et que leur image internationale soit dégradée par les violences commises contre les Indiens. Gandhi est alors emprisonné à plusieurs reprises, mais il organise progressivement ses partisans en partis politiques et obtient finalement l'indépendance de son pays en 1947. Cependant, l'ancienne colonie britannique est traversée par des tensions religieuses qui ressurgissent, elle éclate alors en deux États distincts. L'Union indienne, à majorité hindouiste, et le Pakistan, à majorité musulmane. Le 30 janvier 1948, Gandhi est victime de ces divisions. Il meurt abattu par une balle tirée par un nationaliste indien l'accusant d'indulgence envers les musulmans. L'Algérie est un autre exemple intéressant. Cette colonie de peuplement était la pièce maîtresse de l'empire colonial français. Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Algériens ont combattu dans les rangs des troupes de la France libre. À leur retour, le manque de reconnaissance de la France, le décalage entre les valeurs portées par ce pays et la manière dont sont traités les Algériens leur paraît insupportable. À l'image de Ben Bella, un ancien sous-officier décoré par l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale, il s'organise en parti politique, le Front de Libération Nationale, qu'on appelle aussi le FLN, et se lance dans une lutte armée de 1954 à 1962.
La violence de l'affrontement entraîna 1 million à 1,5 million de victimes, ébranla profondément la société française au point de provoquer la chute de la Quatrième République en 1958. En 1962, lors des accords d'Évian, la France est contrainte de donner son indépendance à l'Algérie. Enfin, prenons le cas des colonies d'Afrique occidentale française. Leur indépendance se déroule dans le cadre d'une collaboration, d'une coopération avec la France. Les dirigeants de la métropole sont conscients que l'époque des colonies est révolue. Elle a déjà perdu une guerre en Indochine, elle est embourbée en Algérie, il s'agit maintenant de sauvegarder ses intérêts diplomatiques et économiques dans cette partie de l'Afrique. Au Sénégal, cette coopération est menée par Léopold Sédar Senghor, qui a fait des études brillantes en France et qui fut député puis ministre de la République française avant de devenir le premier président du Sénégal indépendant. En 1960, toutes les colonies françaises de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale obtiennent leur indépendance sur ce modèle. Pour terminer cette vidéo, voyons ce qu'il advint des colonies après leur indépendance. Dans cette partie, nous allons donc aborder l'émergence de ce qu'on appelle le tiers-monde ou encore les non-alignés. C'est l'économiste et démographe français Alfred Sauvy qui forge l'expression de tiers-monde pour désigner les anciennes colonies ayant accédé à l'indépendance en faisant référence aux tiers-États de l'Ancien Régime. Selon lui, dans le contexte de la guerre froide, ces nouveaux États forment un troisième monde, à côté du bloc de l'Ouest et du bloc de l'Est. Mais cette expression met surtout en exergue les difficultés que connaissent ces jeunes États, la pauvreté, la corruption, la mise en place de dictatures, mais aussi leur forte croissance démographique qui vient amplifier toutes ces problématiques. De leur côté, les anciennes colonies préfèrent utiliser l'expression de non-alignés, qui naît avec la conférence de Bandung en 1955. Durant cet événement en Indonésie, les anciennes colonies, notamment l'Égypte et l'Inde, affirment leur volonté d'indépendance et leur refus d'entrer dans la logique de bloc imposée par la guerre froide. Ils entendent proposer une alternative. Cependant, cette initiative se révèle être un échec. Tous ces nouveaux États sont trop nombreux pour se mettre d'accord et leurs intérêts divergent. Des conflits éclatent entre eux et les poussent à chercher la protection d'un des deux blocs. Par exemple, l'Inde se rapproche de l'URSS tandis que son rival, le Pakistan, s'associe aux États-Unis. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous permettre de comprendre les grands enjeux du sujet. Il ne me reste plus qu'à vous saluer en espérant vous recroiser lors d'une prochaine vidéo. Je vous laisse, je dois aller faire mes courses.